Et nous revenons au plateau pour la suite de cette émission. Nous retrouvons nos invités avant de parler du Niger. Un dernier tour sur la situation en Ouganda avec cette suspension des financements de la Banque mondiale suite à l'adoption de la loi anti-LGBT+. LGBT+. Ouais. Gabin Adjaro, un dernier mot. Oui, un dernier mot pour dire que moi, je ne peux jamais être pour ce tas de fait. Vous savez, euh, on peut dire que bon, les sanctions sont extrêmes. Parlant de peine de mort, on ne peut ne pas l'accepter parce que bon, vous savez, nul n'a le droit d'attenter à la vie des autres. Mais quand vous prenez par exemple l'État chinois, le simple fait de corrompre ou bien d'être corrompu, ça peut vous valoir la peine de mort. C'est une manière de pouvoir dissuader ceux-là qui seront tentés de pouvoir enfreindre la loi de... Mais au moment où c'est adopté, quand vous le faites, vous subissez oui, aussi le coût de la loi. oui, c'est tout à fait normal en fait. Mais dans ce cas, je l'ai dit, c'est une situation qui nous est nouvelle. On ne peut pas l'accepter, mais dans une certaine mesure, on peut accompagner ce genre de personnes à s'insérer au mieux dans la société. C'est à cela que je condamne les institutions de l'OTAN qui disent que bon, forcément, il faut accepter cela. On ne peut pas accepter parce que ça ne fait pas partie de notre culture. On ne peut pas accepter des genres de choses comme ça. Même les animaux ne couchent pas avec des animaux de même sexe. Ça ne se fait nulle part. Mais nous, humains, des êtres doués de conscience et d'intelligence, on va accepter que bon, un homme couche avec un homme, une femme couche avec une femme. Je, je ne peux pas l'accepter. Maintenant, dans l'accompagnement, comment faire pour que ce genre de personnes-là arrivent à retrouver leur sexualité normale, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Mais il ne faut pas mettre la pression sur l'État ougandais pour qu'ils acceptent ce genre de personnes au sein de la société. Ce n'est pas du tout normal pour moi. Merci beaucoup. Ce qui est mauvais, c'est mauvais. Il ne faut pas l'accepter. Ok, merci. Et Valentin? Non, en fait, cette question, elle est très sensible. Aujourd'hui, même dans nos communautés, ça tend à diviser des clans. Parce que si moi, je regarde un peu ce qui se fait aux États-Unis, par exemple, les hommes qui tiennent compagnie, ou enfin, qui ont des compagnies, des animaux, ils vivent là-bas. Bon, je ne sais pas, les institutions de Bretton Woods aussi envoient pour prendre des sanctions contre ce genre de pratiques. Mais malheureusement, quoi. Bon, maintenant, si un pays se dit, mais je veux que, puisque nous parlons de quoi? Nous disons que chaque pays, nous parlons de quoi? De l'indépendance ou de chaque pays. Chaque pays a le droit de prendre des règles ou des décisions qui puissent être propres à lui. Mais si on trouve au Togo, par exemple, nous ne sommes pas au Togo, mais je prends le cas de Togo parce qu'au Togo, si on trouve au Togo, par exemple, que, bon, telle pratique ne convient pas, est-ce que l'État togolais n'est pas en mesure de prendre une décision? Là, les institutions de président vont s'investir, enfin, vont intervenir dans cette question-là pour dire non, que si vous le faites, nous allons vous sanctionner. C'est la grande question. Donc, où se trouve notre autonomie, notre indépendance elle-même? Donc, la question, elle est au-delà de ce que nous regardons. Mais aujourd'hui, je vois que les institutions, les États les plus avancés ont quand même ce droit de veto sur nous en nous imposant des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas envie de faire. Donc, ça, derrière, vous allez voir, c'est des contingences. Hein. C'est des contingences qui se créent. Et puis, bon, ça fait beaucoup de l'argent pour ces personnes-là qui sont dans ces circuits-là. Donc, l'État ougandais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il peut reculer. Hein. Le recul, je ne pense pas. Mais peut-être, je ne connais pas la teneur, mais je me dis peut-être que c'est la teneur de cette décision, de cette loi-là, qui a pu faire prendre les décisions des institutions de Bretton. Voilà. Donc, nous demandons ce que, à un moment donné, qu'on ne crée pas des problèmes là où il n'y en a pas. Même on peut interdire, mais créer de manière à ce que même qu'on puisse ne pas en créer d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire on a pris quelqu'un parce qu'il est homosexuel, on le jette quelque part ou on le brûle. Bon, ça, c'est vrai, mais il faut le trouver, il faut faire de façon douce, il faut créer ça de façon beaucoup plus douce afin que les gens puissent quand même vivre de leur sexualité. C'est ce que nous disons. Mais en même temps, chaque État doit être indépendant et puis prendre des décisions qui lui sont propres. Merci. Dado, un dernier mot sur cette situation?
Bon, je pense que avec, en tout cas, la situation actuelle, je m'imagine que d'ici là, il y a certainement besoin de revisiter cette loi. Oui. Parce que si elle n'était pas corsée, il n'y aurait pas eu tous ces, je dirais, toutes ces réactions, parce que même il y a des Ougandais aussi qui ont réagi. Donc ça veut dire que quelque part, la loi a été un peu très très dure et il faut revoir, tout en disant également qu'il y a besoin encore une fois de faire tout un travail, je dirais, sociologique et ne pas juste rester dans une posture, je dirais, agressive de la chose parce que ça ne règle pas le problème non plus. Donc il y a besoin de faire un travail d'analyse sociologique tout en donnant la place à la culture et en même temps aux droits humains. Merci et beaucoup à vous. Nous allons rester avec vous pour aborder le deuxième sujet de cette émission. Nous prenons la direction du Niger. Le nouveau pouvoir se nomme une délégation de la CEDEAO, l'Union africaine et de l'ONU. La délégation composée des délégués de ces trois institutions ou de ces trois organisations devrait arriver au Niger hier mardi 8 août, mais déjà le lundi, les autorités à travers le ministère des Affaires étrangères ont notifié leur indisponibilité à recevoir cette délégation. Je vous lis un extrait juste du communiqué, en tout cas du courrier qui a été adressé à la représentation de la CEDEAO. Un extrait qui dit tout en réitérant leur disponibilité à engager des discussions avec les délégations ou émissaires concernant la situation au Niger, comme indiqué à la mission conduite par l'ancien président du Nigeria, le général Abdussalami Aboubakar. Le contexte actuel de colère et de révolte des populations suite aux sanctions imposées par la CEDEAO ne permet pas d'accueillir la dite délégation dans la sérénité, la sécurité et la sécurité requise. Voilà donc la réponse. Un extrait du moins de la réponse des autorités, de nouvelles autorités nigériennes à la dite délégation, ce qui fait que la délégation n'a pas pu venir au Niger. Vos analyses, je commence par vous, Gabin Adjaro. Pour moi, c'est tout à fait normal en fait, parce que nous sommes dans une situation qui s'est enlisée depuis fort longtemps. Il me semble que c'est la deuxième fois qu'une délégation de médiation a été refusée par les nouvelles autorités nigériennes. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Quand vous vous sentez surtout agressé, vous prenez aujourd'hui le Niger, il me semble que l'État de la Côte d'Ivoire leur a déjà coupé l'électricité. Quand vous voyez déjà agressé par ceux-là qui proposent le dialogue, il faut voir leur posture, il faut voir la mesure dans laquelle vous êtes avant d'accepter ce genre de dialogue. Là, pour moi, est-ce que réellement la CEDEAO et même l'Union africaine sont dans une posture de pouvoir dialoguer réellement, ou bien ils sont dans la posture d'imposer leur manière de voir les choses aux nouvelles autorités nigériennes? C'est en cela qu'il y a problème. Avant de proposer le dialogue, il faut ramollir ses positions. Est-ce que ces autorités-là ou bien les institutions sous-régionales et même africaines ont déjà ramolli leur position? Est-ce qu'ils ont déjà revu leur manière de faire et les sanctions qui sont déjà encourues par le Niger? Voilà le réel problème aujourd'hui. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que ces pays-là se sentent un peu dans une posture d'agresser, de victimes et refusent tout dialogue. D'autant plus que nous sommes dans une stratégie. Il me semble que demain, la CEDEAO va se réunir pour plancher sur le cas du Niger. Donc, du coup, les nouvelles autorités nigériennes vont attendre voir les mesures qui vont sortir de cette nouvelle rencontre avant de savoir s'il faut accepter cette délégation de la CEDEAO ou pas. Parce que, quoi qu'on dise, on fait partie de la même espace et on ne peut pas accepter de vivre en autarcie pour longtemps, même si on a le Niger, le Mali, la Guinée pour compagnie. À un certain moment, il va falloir qu'on fasse table rase de tout cela et qu'on accepte d'aller en avant parce que nous sommes interdépendants dans cette sous-région-là. Maintenant, la posture des autres États, quand tu vois le Bénin qui a déjà fermé ses frontières au Niger, déjà le Nigeria et ainsi de suite. Donc déjà, ça ne met pas en confiance les nouvelles autorités nigériennes. Donc pour moi, c'est tout à fait normal qu'ils refusent tout dialogue et attendent à ce que la nouvelle rencontre des dirigeants de la CEDEAO prenne de nouvelles mesures. Et là, ils verront s'ils peuvent ouvrir leur vanne pour le dialogue ou pas.
Alors, est-ce que c'est à cause juste des sanctions de la CEDEAO, si on veut être concret, est-ce que c'est à cause de ces sanctions qu'on ne veut pas recevoir ces émissaires? Parce que je rappelle qu'ils ont pu rencontrer, du moins certains membres du CNSP ont pu rencontrer l'émissaire des États-Unis, qui a aussi annoncé que les discussions étaient difficiles, très franches, mais très difficiles, et qu'apparemment, les putschistes ne sont pas vraiment disposés à aller à une discussion vraiment dans le sens de revenir à l'ordre constitutionnel. Est-ce que c'est à cause des sanctions qu'on refuse ou bien c'est parce qu'on s'est décidé quelque part à ne pas discuter avec qui que ce soit? Déjà, Parce que les États-Unis, ils n'ont pas fermé de frontières avec le Niger. ils sont d'ailleurs très loin. D'abord, le contenu des sanctions. Et ensuite, quand tu vois très bien le langage tenu par la CEDEAO prime abord, c'était un langage très, très, très dur à l'endroit de ces dirigeants-là du Niger. Donc, ils se sont sentis menacés au point où ils sont arrivés à fermer leurs frontières aériennes parce qu'ils craignent des frappes aériennes. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui s'ils refusent toute intervention de la part de ces dirigeants-là. Quand on dit que bon, ils refusent tout dialogue, quel est le contenu de ce dialogue-là? Qu'est-ce que les États-Unis sont partis dire à ces dirigeants? Laisser le pouvoir. Constitutionnel, effectivement, voilà. Donc, quand vous êtes dans ce genre de posture, ils ne peuvent jamais accepter. Bazoum est tombé, il est déjà tombé, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, comment faire pour amener le Niger sur la voie de la démocratisation et pouvoir surtout résoudre leurs problèmes? C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas aller dans une discussion, il faut leur dire, bon, ils ont déjà fait pratiquement 2 semaines à la présidence. Ils ont déjà pris où? Ils ont déjà pris la mesure de la situation et surtout, ils sentent le soutien populaire. Ils ont l'adhésion populaire. Donc, c'est difficile pour des gens qui ont comme bouclier la population de leur dire, bon, céder le pouvoir, c'est tout à fait... Ce n'est pas du tout normal. On a vu le cas de Diendéré ici. Quand il a pris le pouvoir, c'est la population qui est sortie et lui a dit, quitte là-bas. Vous voyez un peu? Mais ici, c'est le contraire. Aujourd'hui, il est en prison. Il est en prison. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la situation du Niger, c'est la population qui soutient beaucoup plus ce régime-là. Ça veut dire qu'il y a réellement un problème. Quand vous suivez la manière de faire de Bazoum, les discours de Bazoum et tout, on ne peut pas te lire et puis tu défends les intérêts d'une autre personne. Ce n'est pas du tout normal. Et les pays limitrophes, tu les prends comme bon, des ennemis à abattre et tout. Tu te réjouis de leur malheur. Quand il y a attentat au Niger, quand il y a attentat au Burkina Faso, tu fais une conférence de presse, tu te réjouis de leur malheur. Non, il ne faut pas aussi exagérer. Ah oui, non, je n'exagère pas. Ce qui est là, c'est qu'il a eu à faire des conférences de presse sur ce qui est arrivé à Kati et autres. C'est tout à fait normal aujourd'hui que, bon, ces dirigeants-là qui viennent d'arriver disent non, on ne va pas laisser le pouvoir parce que, 1, ils ont l'adhésion de la population et 2, avec les sanctions de la CEDEAO et ensuite tertio, le contenu de la discussion, régulariser l'ordre constitutionnel, ça ne peut pas être fait. Ils sont déjà là, accompagnez-les, essayez de voir comment ils peuvent, dans un bref délai, organiser des élections pour amener le Niger de nouveau sur la voie démocratique. Pour moi, c'est ce qui est normal à faire. En tout cas, c'est votre vision de la situation actuelle au Niger. Les autorités, les nouvelles autorités militaires, ont snobé une délégation composée des émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU qui devrait venir normalement hier, mardi. Les autorités leur ont notifié leur indisponibilité à les recevoir à cause de la situation, surtout avec les sanctions de la CEDEAO qui ont provoqué, selon eux, la colère de la population. Donc, ils ne sont pas en mesure d'assurer leur sécurité. Dado. Alors, je crois que ils ont donné les raisons pour lesquelles la délégation de la CEDEAO ne peut pas encore être reçue. Mais je crois qu'ils n'ont pas fermé ou bien ils n'ont pas montré un refus catégorique de pouvoir dialoguer avec la CEDEAO. Ils ont dit qu'ils sont toujours ouverts. Voilà, du coup, je crois que quand tu parles de snobber, je me dis, est-ce que c'est le bon mot? Parce que là, c'est trop fort. Non, je pense qu'aujourd'hui, le contexte du Niger, en tout cas, et avoir les premières réactions, les premières sorties de la CEDEAO et à analyser la psychologie de la population, la foule au niveau du Niger, les arguments en tout cas des acteurs actuels, pour ma part, sont justifiés.
Mais en même temps, c'est qu'on est dans un jeu politique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, ce n'est pas étonnant. C'est pas étonnant que ils ont pu recevoir les États-Unis, mais la CEDEAO pas encore. Ce n'est pas étonnant. Donc pour moi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit non, on est disponible. Et puis vous allez voir depuis quelques jours déjà, la position de la CEDEAO a commencé à être un peu diluée. Du coup, ça veut dire que le dialogue serait pour bientôt. Donc, patientons. Et puis, bientôt, on aura... C'est sûr, ce qui est sûr, ils ne peuvent pas non plus vivre en autarcie ou exclure des... Non, ils ne peuvent pas eux-mêmes s'exclure. Ce n'est même pas possible. Donc, ils savent que quelque part, ils seront obligés à dialoguer avec la CEDEAO, mais peut-être de façon stratégique, ils se disent que non, il faut passer un message. Donc, moi, je le lis comme ça. Donc, pour moi, ils sont dans un jeu politique pour l'instant où chacun essaie quand même de démontrer que, en fait, on n'est pas aussi faible que ça. Donc, c'est un jeu de pouvoir où chacun veut démontrer de quoi il est capable. Donc, attendons voir. Valentin, on attend de voir. Pour le moment, ils n'ont pas reçu la délégation composée des émissaires de ces trois institutions qui devraient venir hier mardi discuter avec les militaires au pouvoir et le président Bazoum. Ils disent, ou bien ils avancent comme raison, la situation au Niger avec la colère des populations suite aux sanctions de la CEDEAO, ce qui ne leur permet pas de pouvoir assurer la sécurité des émissaires qui viendront. En fait, c'est qu'il faut comprendre que la CEDEAO même gère mal les problèmes de ces États-là qui ont connu les différentes crises. Et puis, depuis que ce vent de crise, enfin de coup d'État a commencé au Mali, venant au Burkina, et, comment on l'appelait, Guinée, en passant par la Guinée. Et vous allez voir qu'il y a des cas de figure où on constate deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que les sanctions ailleurs sont plus corsées que d'autres. Et on se demande qu'est-ce qui est inscrit dans la charte de la CEDEAO quand il y a ces événements-là qui arrivent. Pour le cas du Niger, excusez-moi, pour le cas du Niger, on se dit que c'est parce qu'on est décidé maintenant à tout faire pour en fait, quand on veut appliquer une... Oui, je suis d'accord. Pour décourager tout ce qui Non. Au fait, les sanctions, quand on dit des sanctions, on ne sort pas les sanctions ne tombent pas du ciel. C'est dans la charte qu'on puisse des sanctions quand, au cas où, telle situation arrive, comment on s'en prend. On ne sort pas des sanctions extra. Et ce qui est contenu dans leur charte, ils ne peuvent pas extrapoler ça. Regarde ce qui s'était passé avec le Mali, où on dit on gèle les avoirs des autorités, il y a ceci, mais ce n'est pas possible. Nulle part, on n'a jamais vu ça. Même les institutions financières, comme l'UMOA et tout ça, là, on vient geler les avoirs des gens, ce n'est pas possible. Donc, est-ce que vous pouvez me montrer dans quelle partie de cette charte de la CEDEAO c'est inscrit comme ça? Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ici, par exemple, au cas du Niger, la CEDEAO, qui est censée peut-être accompagner ces États-là, ce n'est pas pour faire l'apologie des coups d'État, pas du tout. Mais c'est justement pour dire que quand une situation de ce genre arrive, c'est d'accompagner, le rôle de la CEDEAO, c'est d'accompagner les États à trouver leur stabilité. Mais là, nous pensons, même si le Niger refuse aujourd'hui tout dialogue avec ses émissaires, ils ont raison parce que, dans un premier temps, vous qui êtes une organisation sous-régionale, qui est proche de nous, avec qui on peut s'entendre sur des éventuels problèmes, vous ne pouvez pas corser des choses par rapport aux États-Unis et la France. Malheureusement, aujourd'hui, la France aussi se désolidarise de la CEDEAO. Donc, un peu comme ça pour dire qu'ils ont pensé faire sous forme de dissuasion, mais ça prend un coup qui ma foi, non seulement qui concerne cette jointe-là, mais également qui fait punir la population. Aujourd'hui, qui subit trop, c'est la population. En disant on ferme les frontières, allez voir. Bon, en fait, le but, c'est quoi? C'est pour que le peuple se soulève contre ces nouvelles autorités, pour que ces nouvelles autorités-là renoncent à leur projet de candidature, enfin, pas de candidature, de coup d'État. Donc, moi, je me dis, en prenant cet angle-là, ça ne résout pas véritablement le problème. Ici, Bazoum est tombé. Certes, ce n'est pas une joie, ce n'est pas une gaieté, mais c'est de trouver d'abord les calculs, c'est de faire des calculs par rapport à comment ça a fait que c'est arrivé là. Aujourd'hui, les gens justifient les coups d'État. Bon, nous ne disons pas que c'est vrai, il faut le justifier, en disant qu'il y a l'insécurité qui plane, qu'on n'arrive pas à armer tel et tout, mais ce n'est pas quand même bien pour
pour penser à une autorité qui vient quand un président au pouvoir qu'on vient le déchoir. Ce n'est pas encore bien. Maintenant, mais je me dis aujourd'hui que ce qui est en train de se faire, c'est que ces États-là, surtout sahéliens, sont en train de prendre leur destin en main. Parce que regarde tout autour un corridor qui est forgé pour dire, mais s'il y a une intervention militaire de la CEDEAO, il y a le Mali et le Burkina Faso qui est prêt à intervenir pour contrer le... Bon, maintenant, qui subit maintenant ces coups-là? C'est toute la sous-région qui est emballée. Donc, ce n'est pas bien. À un moment donné, quand vous voulez agir pour régler un problème, il faut trouver des mécanismes les mieux adaptés pour que ces États-là ne puissent pas quand même tomber dans les coups de misère et tout ce que nous connaissons. Derrière aussi, les djihadistes sont là, ou les terroristes sont là, ils se cachent. Et ils sont là en train de regarder dans des lignes de mire, ils sont dans des lignes de mire pour voir quel angle utiliser pour déstabiliser, quel que soit celui qui serait au pouvoir. Aujourd'hui, l'option que choisit ces terroristes-là, c'est de tout faire pour qu'il y ait instabilité, pour que les puissances, parce que je vous assure, ces terroristes-là sont toujours entretenus par de grandes puissances et qui c'est parti pour longtemps avec cette question du terrorisme. Je vous assure. C'est ce qui se dit, mais on n'a pas encore de preuves. Ah oui, mais c'est ce que nous voyons. Telle puissance finance, tel groupe. Il doit avoir des raisons. Fondamentalement, il doit avoir des raisons. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore des preuves. Personne ne m'a présenté des preuves palpables. En tout cas, c'est ce qui se dit. Alors, est-ce que vraiment, concrètement, est-ce que ces gens-là sont disposés à discuter? Parce que de son côté, suite à l'annonce de, je dirais, la junte, de ne pas pouvoir recevoir cette délégation, la CEDEAO a sorti un communiqué disant avoir pris acte, mais privilégier toujours la voie du dialogue. Est-ce que dans l'autre camp aussi, on est vraiment disposé à dialoguer selon vous? Oui. Quand on voit les actions qui se posent, est-ce que quelque part, on n'a pas l'impression que les messieurs veulent carrément couper toute voie de discussion? Non, ils ne peuvent pas couper toute voie de discussion, mais ils veulent juste être rassurés. Et c'est tout à fait normal, hein, quand on a vu tout ce qui s'est passé lors de ce coup d'État là, avec les sanctions et les mesures prises, les mesures qui ne sont même pas contenues. M. Valentin vient de le dire tout à l'heure. La CEDEAO est carrément sortie de son objectif et de son cadre juridique. Et je pense qu'à un certain moment aussi, il faut revoir cela. Il faut revoir son statut juridique et surtout réadapter les choses, hein, aux normes, parce que là, à chaque moment, la CEDEAO est en train de sortir de son cadre juridique pour pouvoir prendre des sanctions. Maintenant, quand les autorités du CNPS refusent, hein, tout dialogue aujourd'hui, pour moi, c'est normal en fait. Pour moi, je le prends sous un angle où tu es agressé et puis celui-là qui t'agresse, celui-là qui te jette à la vindicte populaire, celui-là qui te livre, du jour au lendemain vient. Et puis bon, quelle sorte de dialogue d'ailleurs? Je te dis, nous sommes là pour que tu rétablisses l'ordre constitutionnel. Ce que tu n'es pas prêt à faire. Maintenant, c'est à la CEDEAO de pouvoir revoir sa stratégie comment on dit, pour aborder ce genre de personnes. C'est vrai que bon, ils n'ont pas le choix. Au fil du temps, peu importe le corridor qui est créé entre le Mali, le Niger et le Burkina, ces trois pays ont forcément besoin des autres pays pour pouvoir avancer. Parce que notre développement doit être commun en fait. Nous sommes dans le même espace où le Togo dépend du Burkina, le Burkina dépend du Togo, ainsi de suite. Chaque pays dépend l'un de l'autre. Donc, on n'a pas intérêt à vivre en autarcie, comme on vient de le dire. Donc, pour moi, ils vont accepter le dialogue, mais sous quelles conditions? Quel sera le contenu de la feuille de route qui va conduire au dialogue? Qu'est-ce que la CEDEAO va proposer? Parce que là, c'est à la CEDEAO de proposer. Ce sont eux qui ont fait en sorte que ces pays-là se sont mis en retranchement. Et ça a créé une certaine union aujourd'hui entre le Mali, le Burkina et le Niger. Ah, quelque chose malheur est bon. Au moins aujourd'hui, ces trois pays se sont convenus que bon, il faut lutter ensemble contre les terroristes. Ensemble, mais maintenant, finalement, ils se sont dissociés de tout le reste. Oui, ils se sont dissociés de tout le reste. C'est ce que je disais toujours sur ce plateau, qu'à un certain moment, la CEDEAO devrait réfléchir à faire une lutte commune contre les terroristes, à moins qu'on a des intérêts quelque part et on ne veut pas lutter contre les terroristes. Merci. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal et ça revient à chaque moment. Quand ces pays-là se sont retrouvés ensemble aujourd'hui, ben, ils voient que c'est tout à fait normal qu'ils arrivent à lutter ensemble contre le terrorisme. Maintenant,
ils ne peuvent pas vivre en autarcie. Ces 3 pays, au sein de la CEDEAO, ne peuvent pas avancer sans les autres pays. De même que les autres pays qui sont aussi au sein de la CEDEAO aujourd'hui ne peuvent pas avancer sans ces 3 pays-là. Donc, on est obligé de se concorder, d'arriver à avoir le même langage pour pouvoir évoluer. Donc, le dialogue, peu importe le temps que ça va prendre, ça va arriver. Maintenant, la CEDEAO doit choisir celui-là qui peut faire consensus entre le Niger et aussi entre la CEDEAO. Et ça doit être un pays impartial qui n'a pas pris position pour l'intervention militaire et qui n'a pas pris position pour aussi le coup d'État. Dado, que dire de la situation? Est-ce qu'on doit s'attendre à un dialogue très tôt ou bien il faut encore patienter le temps que les terroristes trouvent la situation stable et que la population nigérienne soit disposée à recevoir ces émissaires? Je pense que le dialogue sera pour bientôt parce que déjà que les autorités actuelles du Niger ont commencé à dialoguer avec les autres acteurs, les États-Unis. Oui, mais là aussi, la discussion n'a pas vraiment... Oui, mais ils ont discuté. C'est un début de quelque puis, chose. C'était clair, hein. Ils ne vont pas venir dire, ok, comme on a parlé, on change de posture. Ben non, c'est clair que ça, je pense que dans l'analyse politique, c'est pas étonnant en tout cas. Maintenant, par rapport à la CEDEAO, c'est évident que très prochainement, le Niger devra discuter avec la CEDEAO. Maintenant, qui sera, je dirais, le médiateur? Parce que là, on sait qu'on a déjà des positions tranchées, mais en même temps, je me dis, ça ne serait pas trop compliqué du moment où déjà on voit au niveau de la CEDEAO quand même un langage plus constructif, plus adouci. Je me dis que ça ne serait pas trop compliqué d'avoir dans les jours à venir un dialogue entre le Niger et la CEDEAO. Ok, merci. Un dernier mot, Valentin. Oui. Est-ce qu'on a de l'espoir qu'on va bientôt discuter et que ce sera une discussion fructueuse? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce que aujourd'hui, quand vous faites, vous regardez un peu, la CEDEAO aussi a diminué, a encore dilué son langage. Et au prime abord, c'est Yaïboni, enfin pas Yaïboni, c'est Talon, on avait envoyé avec à la Yanda qui n'a pas pu s'y rendre parce que les frontières étaient fermées. Ensuite, c'est le Tchadien qui a aussi commis un coup d'État qu'on envoie. Ouais, c'est des choses qui ressemblent un peu à une salade, je ne comprends pas. Aujourd'hui, oui, le dialogue est possible. Bon, enfin, rien n'est impossible. Non, bon, on attend de voir. Ça dépend des positions des uns et des autres. Sinon, les nouvelles autorités nigériennes aujourd'hui, je pense que il faut trouver un peu de la calmie par rapport à ce qui est fait et puis choisir l'homme qu'il faut pour quand même conduire cette CEDEAO vers ce dialogue-là. Et puis je pense bien que s'il faut même le dialogue, ça ne soit pas karma, ça ne soit pas forcément au Niger. Il faut délocaliser le cadre de dialogue. Je crois que ça peut aboutir, ça peut donner des gages de... Bon, je ne sais pas, mais on peut choisir le Togo. C'est un bon maître, hein, il est un bon berger, il peut conduire quand même ce dialogue-là pour qu'on puisse arriver à terme. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.